C'est un des plus grands naufrages civils connus, plus meurtrier encore que celui du Titanic. Ces images amateurs sont celles du dernier départ du Joola. Ce 26 septembre 2002, le ferry quitte la Casamance, direction Dakar, la capitale du Sénégal, à 280 km plus au nord. Il est 18h30, le navire est plein à craquer. 4 heures plus tard, le ferry se retournera totalement en 5 minutes, emportant avec lui la quasi-totalité des passagers. Parmi eux, des familles, des enfants, une équipe entière de jeunes footballeurs, des étudiants qui s'apprêtaient à faire leur entrée à l'université. Des 2000 personnes à bord, il n'y a que 64 survivants. Moins d'1 an plus tard, l'État sénégalais classe le dossier. À l'issue d'une enquête bâclée, le commandant du navire qui a disparu dans le naufrage est déclaré unique responsable de la tragédie. Alors que s'est-il passé sur le Joola le jour du naufrage ? 20 ans plus tard, l'analyse détaillée des rapports d'enquête français et sénégalais, les témoignages de survivants et notre modélisation 3D inédite éclairent les raisons du naufrage. Une tragédie aux multiples responsables, politiques et militaires. « 26 septembre 2002, le Joola fait escale à Carabane, direction Dakar. Le navire est surchargé. Ce n'est pas la première fois. Déjà en 1999, sur ces photos apparaissent 1700 soldats de retour d'opération. L'émission Thalassa avait pu filmer les conditions de transport de civils en 2001. C'est toute une vie qui est là, le Joola. Si vous voyez les gens, comment ils font quand le Joola est là, l'ambiance qui est là. Le bateau, le Joola, je l'avoue, ça fait partie de l'âme de l'économie du Sénégal. Long de presque 80 mètres, le Joola est un ferry construit pour transporter un maximum de 580 personnes. Le 26 septembre 2002, pourtant, selon le registre de bord, 809 billets ont été vendus. Voyagent aussi tous ceux qui ne paient pas, les enfants de moins de 5 ans, les militaires et leurs familles. En 3e classe, personne ne tient le compte précis des passagers. Résultat, ce jour-là, le Joola accueille au moins 1928 passagers, plus de 3 fois la jauge maximale. Le commandant et le chef d'exploitation, les 2 responsables du respect de la jauge, laissent faire. Le ferry est surchargé et en mauvais état. Ces documents du Bureau Veritas, une société européenne d'inspection et de certification, montrent que le bateau n'avait pas validé de visite de sécurité depuis 1991, les travaux d'entretien n'étant jamais effectués. Conséquence, en septembre 2000, le Joola subit un retrait de classe. Le Bureau Veritas ne garantit plus qu'il soit navigable. Ces problèmes sont connus au plus haut niveau de l'État sénégalais et de son armée, car le Joola a beau être un ferry civil, dans cette région déstabilisée par des groupes rebelles, c'est l'armée qui en a la responsabilité. Dans les faits pourtant, l'état-major laisse dépérir le navire. Les multiples alertes qui lui sont adressées sur la situation préoccupante du bateau ne sont suivies d'aucune décision. Le soleil s'est couché à 19h. Le Joola fait route dans la nuit. Vers 22h, la météo se dégrade. Une violente pluie tropicale s'abat sur le bateau. 3 tonnes d'eau en quelques minutes selon les experts français. Exposés au vent et à la pluie, entre 300 et 500 passagers de 3e classe se réfugient dans la coursive gauche. L'équilibre du bateau est menacé. Cet équilibre, c'est l'un des points faibles du Joola.
Toutes les images du bateau le montrent depuis au moins 1995, penché d'un côté ou de l'autre de plusieurs degrés. On appelle ça la gîte. Le gîtomètre fait une déviation à bâbord et je m'arrange à faire le maximum pour le mettre dans la lignée. Et mon travail ici, c'est de dire aux gars, mettez ici, mettez pas ici, mettez ici, ici. Tout va bien. Alhamdulillah. Selon des experts maritimes français, cette gîte n'est pas forcément inquiétante car il est possible d'équilibrer le bateau en chargeant par exemple des tonnes de marchandises dans les cales. Sauf que le 26 septembre 2002, les cales du Joola sont vides. Quand il fait escale à Carabane, les images montrent que le bateau penche d'environ 10 degrés. Quand il reprend la mer, la gîte s'inverse, le Joola bascule à gauche. Il a été mal chargé. Patrice Auvray est le seul Français à avoir survécu au naufrage. C'est-à-dire qu'il était chargé dans les hauts et que les bas soient délestés. D'une part les ballasts vides, d'autre part les citernes de fuel avec 20 000 litres plutôt que 100 000, plus les réserves d'eau potable pratiquement vides, plus les bagages qui n'étaient pas chargés dans les soutes mais sur les ponts. C'était évident qu'il était instable le bateau. À 22h30, la tempête s'intensifie. L'océan se creuse de plus de 2 mètres. Pour maintenir leur équilibre, les bateaux jouent sur les réserves de liquide qui peuvent être remplies ou vidées en fonction des besoins. Mais ce jour-là, la réserve de combustible est remplie à 20% et les citernes d'eau douce à 40% selon l'enquête technique. Les experts français supposent, eux, que les ballasts des réservoirs d'eau de mer n'étaient pas pleins. En soute, les marchandises et les véhicules ne sont pas attachés. Ils glissent progressivement du côté gauche. À ce moment-là, il n'y a plus rien pour faire contrepoids. Le bateau semble condamné. Issa Diarra, le commandant, aurait-il pu sauver le navire et ses passagers ? Aux yeux des experts français, même au plus fort de la tempête, tout n'était pas perdu. Issa Diarra aurait pu mettre le bateau à la cape, c'est-à-dire face au vent, pour qu'il subisse le moins possible les vagues. Tout ça en maîtrisant sa vitesse. Mais selon plusieurs survivants, les moteurs du bateau ont été arrêtés. Maître à bord, le commandant du Joola est-il pour autant le seul responsable ? Selon le rapport d'enquête français, le personnel du navire, y compris le commandant, n'avait pas suivi les formations jugées indispensables par les conventions internationales. Les experts pointent du doigt celui qui aurait dû s'en assurer, le chef d'état-major de la marine sénégalaise, Ousseynou Kambo. Non seulement il n'a pas pourvu à l'armement du Joola avec un équipage qualifié, mais en plus il a aggravé sa faiblesse, quand en mars 2001, il a supprimé le poste d'officier énergie. Toutes ces tâches se sont donc trouvées reportées directement à la charge du commandant. Mal formé, mal encadré, le personnel du Joola a accumulé les erreurs professionnelles. Des images sous-marines, réalisées le lendemain de la tragédie, montrent que malgré la grosse mer, la porte arrière du ferry a été laissée ouverte, tout comme plusieurs hublots. On aperçoit même ces manches à air, coincées dans des hublots pour faciliter l'aération. Vers 22h50, le Joola se situe à 30 km de la côte. Un coup de vent frappe le bateau. Il bascule à bâbord, à 10 degrés, puis 12. Quand les 20 degrés sont atteints, l'eau s'engouffre par les hublots. À 22 degrés, c'est le point de non-retour. Le navire se retourne brusquement. Il est 22h55. L'électricité qui sautait, alors l'eau commençait à rentrer complètement. Et déjà, à un moment donné, ceux qui ne savaient pas nager étaient déjà sous l'eau, étaient déjà morts. Les cris par-ci, par-là, je me suis dit à Léandre,
Vraiment, c'est ça la mort. Je savais nager, alors j'ai essayé de me rappeler du chemin que j'avais pris pour entrer dans le bateau. J'étais en apnée. À un moment, j'ai perdu espoir. J'étais comme enfermée sous l'eau. J'étais épuisée. Je me suis dit, c'est la fin. La plupart des passagers sombrent en quelques minutes. Rien n'est prévu pour les sauver. Les radeaux, en sous-nombre, restent solidement attachés au navire. Ils ont été sanglés pour éviter les vols. Et le système de largage automatique ne fonctionne plus. Dans le bateau, quelques dizaines de personnes respirent encore grâce à des poches d'air emprisonnées sous la coque. En collant l'oreille contre la coque, on entendait très très distinctement ce qui se passait, on pouvait même entendre parler. Et ça a duré toute la nuit. Toute la nuit. Et après notre absence, ils ont dû continuer. Je ne sais pas combien ils étaient, mais je peux dire qu'il y avait des femmes, des hommes et des enfants. Des bruits sous la coque se font encore entendre à 17h, le lendemain du naufrage. Alors où sont les secours ? Les autorités affirment n'avoir eu connaissance du drame qu'à 8h du matin. Une version contestée par une vigie du port de Dakar. Et à 5h30, 5h40, la Marine nationale m'appelait pour me demander si j'en avais ces nouvelles. Nouvelles que je n'en avais pas. Et je me mettais à appeler Diola sur le canal 16. 4-5 fois, il ne répondait pas. Et je disais donc à la marine qu'il n'y avait pas de nouvelles de Diola. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, 18h après le naufrage, que les secours arrivent. Sous la coque renversée du Diola, quelques voix s'élèvent, mais les 2 plongeurs ne parviendront pas à les sauver. Au Sénégal, aucun procès n'a eu lieu. En France, la justice a été saisie par des familles de victimes et en 2008, elle a émis 9 mandats d'arrêt internationaux contre des responsables sénégalais, dont la chef de gouvernement de l'époque et 2 ministres. Mais tous ont été annulés quelques mois plus tard pour ingérence dans les affaires sénégalaises. En justice, et malgré la peine des familles, l'affaire Diola s'est arrêtée là.